Je vais vous chercher les micros, ce sera mieux. Alors vous connaissez, j'ai l'impression. Hein? Vu la façon dont vous vous saluez, c'est un petit monde en même temps, celui du plaisir, parce qu'on a l'impression qu'on est nombreux, mais je ne suis pas sûre que... Bref, voilà, on peut recommencer. Donc, je disais donc, Camille, vous êtes fondatrice de l'école comestible. Emmanuel, vous êtes critique, vous êtes cofondateur du fooding et vous êtes fils de restaurateur. Quelque part, la question que j'ai envie de vous poser ce matin sur ce sujet de la transmission, c'est est-ce que vos engagements, plutôt que vos titres, apportent une réponse, votre point de vue à cette question. Camille, est-ce que pour vous, par exemple, la transmission, c'est à l'école que ça se passe, dans la petite enfance, et comment est-ce qu'on transmet cette passion? Bien sûr, ceci étant dit, avant d'avoir fondé l'école comestible, je suis journaliste aussi. Donc le journalisme, c'est de la transmission. Et avec ce que vous voyez là, c'est une petite vidéo qu'on a fait de nos ateliers. C'est derrière, hein, oui. Et avec l'école comestible qu'on a fondée il y a 2 ans, c'est vraiment effectivement aller au-delà de la transmission écrite et médiatique, mais une transmission directe avec les enfants. Je vous expliquerai, j'imagine, après pourquoi on a fondé ça, mais c'est un petit peu ramener l'éducation alimentaire dans les écoles, me semble, et nous semble au collectif avec lequel je travaille, fondamental. C'est une idée qui vient des États-Unis, hein, d'Alice Waters en 1995, que vous avez donc importée quelque part. Aujourd'hui, c'est plus de 5000 écoles à travers le monde qui vous suivent dans ces ateliers. Alors, c'est rigolo parce qu'il se trouve que ma fille a été dans l'école d'une des fondatrices, d'une des co-associées, qui n'est autre que Madame My Little Paris. Voilà, pour ne pas la nommer, Madame Orchupin. Et donc, elle m'a raconté votre façon de faire. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu comment ça se passe? Alors, on intervient vraiment en direct dans les écoles. On crée des petits programmes. Pour l'instant, c'est sur les écoles élémentaires, primaires, maternelles, élémentaires. Et on construit des mini-programmes pour qu'il y ait ce ne sont pas des interventions one-shot. C'est en général 6 séances. Qui progressent l'idée étant de connecter la terre à l'assiette. Donc il y a des ateliers potagers quand on peut. C'est pas toujours la possibilité. Enfin, certaines écoles n'ont pas de potager. Si on peut, on les construit. Mais là, ça veut dire des budgets, etc. Et des ateliers, comme vous voyez sur les images, vraiment de cuisine, avec parfois des chefs un petit peu stars qui viennent, là, les rouleaux qu'on vient de voir, c'est Céline Femme, que certains connaissent certainement, et d'autres fois des petits ateliers autour de l'anti-gaspi, surtout des végétaux. Alors j'ai ri à l'aubergine juste avant, parce qu'effectivement l'un de nos objectifs, notre objectif, c'est vraiment de redonner, de reconnecter la terre, l'assiette, ce que les enfants mangent, et de leur faire comprendre d'où viennent les choses, mais c'est très axé sur le végétal. Et notamment, les légumes un petit peu moins appréciés des enfants en général, aubergines, épinards, blettes, choux, etc. Et ça marche très très bien, parce qu'en fait, la méthodologie, c'est vraiment sur le faire. Donc, c'est pas du tout didactique, c'est pas du tout justement de côté un petit peu théorique, où on est un chef qui vient et qui raconte son histoire, comme on peut voir dans différents festivals. C'est vraiment, on leur fait faire. Donc la main à la pâte. Voilà, c'est la main à la pâte et les mains dans la terre, c'est ça qu'on dit. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils découvrent le plaisir de cuisiner, de manger et de faire pousser des trucs en le faisant. Ça me fait penser justement à ce qu'on disait sur le fait que, Emmanuel, vous êtes fils de restaurateur. Enfin, vous êtes toujours, je veux dire, quand vous étiez enfant, est-ce que c'est votre père ou votre mère qui vous ont mis la main à la pâte et qui vous ont transmis cette passion? Alors d'abord, je m'excuse pour le masque, mais je ne sais pas si la critique gastronomique est un sport de combat, mais par un certain âge, il ne faut plus faire de sport de combat. Moi, on parle beaucoup dans le monde de la gastronomie, de la cuisine, des saisons. Moi, je crois quand même qu'il n'est jamais trop tard pour être positif, mais qu'il faut croire aux âges et aux saisons de l'âge. Oui, plus vous apprenez petit et jeune le goût, mieux vous vous portez.
Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle beaucoup. Alors bien sûr qu'on peut toujours rattraper le temps perdu, mais à un moment donné, ça devient plus compliqué. Alors oui, quand tu es fils de restaurateur, forcément, tu es un enfant de la casserole, comme il y a des enfants de Laval. Et tu l'apprends, je pense, de la manière la mieux possible. Mais ça peut se passer aussi dans le domaine domestique. Mais souvent, quand on commence, et c'est très bien, hein, moi je suis très... je plébiscite beaucoup toutes les écoles du goût, parce que c'est quelque chose qui a manqué pendant trop longtemps. Il n'empêche que, comme toute école, on est souvent dans le programmatique. C'est normal. Je n'ai pas dit le didactique, mais le programmatique, on va dire. Et aujourd'hui, on apprend les légumes. La cuisine, la gastronomie, c'est quelque chose, et le plaisir, c'est quelque chose qui rappelle beaucoup plus le physique. Et ce qu'il y a de bien quand tu es fils de restaurateur, ou quand tu as des parents qui sont un peu versés dans la chose, c'est que tu fais ça de manière très organique. Tu vas pas, le matin, on va pas te dire, tiens, aujourd'hui, on apprend les carottes. Parce que si on te dit ça, tu te barres en courant. Tu as déjà du mal à faire le 2 plus 2, 4. Si c'est pour te dire, maintenant, c'est les carottes, ça devient très naturellement. Et donc, oui, je pense que, sans t'en apercevoir d'ailleurs, que tu apprends. Et c'est la meilleure manière d'apprendre, de devenir une éponge, c'est quand justement, il n'y a rien de programmé, que ça se fait naturellement. Quand le matin, tu te lèves dans une cuisine, finalement, avec toutes les odeurs que ça peut impliquer, avec tout le savoir-faire, les gestes. Tu es entouré de gestes toute la journée quand tu rentres de l'école, il est 17h. Et tu passes par la cuisine et tu vois tous ces gestes. Donc forcément, ça t'apprenne, ça te crée un imaginaire. Et oui, là, tu es quand même drôlement bien formé au goût. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez été éponge, et puis au moment de presser l'éponge, hop, c'était les médias pour la transmission. Pourquoi Ouais, non, c'est une histoire... non, parce que comme beaucoup de fils de restaurateurs, j'ai voulu devenir cuisinier, moi, chef. Et c'est là la magie de l'école. Je viens d'un milieu d'artisans, pas un milieu populaire, mais pas non plus un métier bourgeois. Les artisans, c'est vraiment un entre-deux. Ils connaissent les deux mondes. Et c'est grâce à l'école, en première, où un professeur m'a dit, vous voyez, est-ce que c'est bien, c'est mal? Il m'a dit, tu ne devrais pas être chef. Tu as la chance, tu pourrais essayer de tenter Hippocagne. Et moi, je n'imaginais même pas. Et c'est comme ça que je me suis dit, pourquoi pas Hippocagne? Et après, de fil en aiguille, bah oui, j'ai fait une école de journalisme. Amour des lettres, amour de... Ouais, voilà, ouais. Et du journalisme, hein, beaucoup plus de l'information et de l'actualité. Okay. J'aime beaucoup écrire, mais c'est pas... moi, je revendique mon métier. Je ne suis pas philosophe, je ne suis pas écrivain, je ne suis pas historien. Je suis journaliste. Moi, mon métier, c'est l'information, l'actualité. On va reprendre, est-ce que vous avez ça en commun? En plus, tous les deux, du coup, c'est intéressant. Alors ça, c'est de la transmission, bien sûr. Et c'est vrai que de fil en aiguille, j'ai commencé aux Infos Gênées, moi, à France Soir. Mais j'avais quand même cette envie de me dire, il y a quelque chose à faire dans l'univers de la gastronomie que je trouvais en termes de critique très appauvri. Il ne s'était rien passé depuis Goemio. Il y avait un personnage qui m'intriguait, qui était François Simon, au Figaroscope, parce qu'il était en train de casser les codes de la critique gastronomique. Il parlait à sa génération, avec une autre écriture, une autre manière d'appréhender les restaurants, avec un autre prisme aussi. C'est-à-dire qu'il était capable d'aller tester le McDonald's, ça rejoint ce que vous disiez, et le grand restaurant. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Donc moi, j'ai fait des pieds et des mains pour rentrer au Figaro. Ça me faisait plaisir, ça faisait plaisir à ma mère. Et après, j'ai fait des pieds et des mains pour rentrer dans la rubrique gastronomie, qui est un état dans l'état au Figaro. C'est une des rares rubriques, même l'un des rares services gastronomie d'un quotidien. Ça n'existe pas. Il y a un journaliste par média. Là, on est 4, 5, 6. Et après, ça rejoint la transmission. Dans les années 90, j'avais un peu... Donc, je commence ma carrière de critique gastronomique, et je trouvais que la gastronomie française était très ringardisée. Je suis désolé, mais dans les années 90, début des années 90, ça, c'est pas possible. C'est-à-dire, vous faites une conférence sur la bouffe, il n'y a personne. Aujourd'hui, tant mieux si c'est possible. Et je me dis, c'est dingue, parce que je sens que les Français aiment ça, et ça a bon sens de saurait mentir, mais on leur parle mal. C'est ringard, c'est des mauvais critiques qui sont placés dans les rédactions au fond des poubelles. Mais non, non, dans les années 90, c'est des pauvres ringards. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas leur public. Ils sont ça tous a en train changé depuis Camille, juste par rapport à ce que vous entendez, par rapport à ça, et aux maires, et à la façon de parler. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'oreille des parents? Est-ce que vous avez l'oreille des écoles? Est-ce que vous avez l'oreille des communes? Grave. Ouais. Déjà... je pense que l'arrivée du fooding a marqué aussi vraiment un changement d'époque. C'est-à-dire que c'est à peu près le moment où j'ai commencé à écrire sur la cuisine et l'alimentation. Et peu à peu, c'est devenu vraiment une énorme tendance, déjà, en termes de médias. C'est-à-dire que c'est devenu un grand sujet, la gastronomie, et puis de manière plus large, l'alimentation. Et là, ce qu'on a vu... Donc, je pense que j'aurais créé l'école comestible il y a 10 ans. On n'aurait pas du tout eu la même force d'attraction et le même impact. Aujourd'hui, depuis 2 ans, et puis il faut dire, même le Covid nous a aidés en fait.
Parce que on a eu un afflux de bénévoles, de gens qui avaient envie de participer pour qui ça avait du sens, de se dire oui, l'alimentation est un grand sujet de société qui rassemble des problématiques cruciales, quoi, qui sont à la fois sur la santé, sur le bien-être général, sur la planète, l'environnement, le climat, etc. C'est vraiment au cœur de tout ça. Si on choisit nos motos, si on choisit bien la manière dont on mange, on peut changer le monde, quoi. Et donc on a fédéré comme ça un nombre de gens, de professionnels, mais aussi de personnes qui, par exemple, étaient en chômage technique, en chômage partiel ou autres, qui sont venus à nous en disant « moi, je veux vous aider. Ouais. Comment je peux vous aider ?» Et ça a vraiment été incroyable de voir cet afflux de gens. Et du coup, la réception des enseignants, des directeurs d'école et des parents était effectivement aussi très positive et accueillante, parce que aujourd'hui, au sein de l'éducation nationale, on se rend compte que c'est un grand sujet. Ça reste un sujet non prioritaire, qui n'est pas non essentiel. Oui, non, qui est non essentiel, qui n'est pas au programme obligatoire. Hein. Il y a des textes de l'éducation nationale qui disent il est conseillé, préconisé d'aborder les thématiques alimentaires à l'école. Mais bon, c'est pour ça qu'on est là. Ouais. Les profs ne savent pas comment faire, en fait. Mais parce qu'à la base, on se dit, ça me fait penser au livre d'Eva Bétan, Le goût de nos mères, on se dit que c'est le rôle des parents, que c'est pas le rôle des médias, que c'est pas le rôle des écoles. Donc historiquement, ça l'était. Ouais. C'est là où on ne peut pas reprocher à une éducation nationale de prendre le train en route, parce que ça l'était. Et d'ailleurs, c'est tout le débat de l'éducation. Est-ce qu'elle est là pour éduquer ou pour instruire? Elle est là pour instruire. Aujourd'hui, elle doit éduquer. Alors, c'est des réformes qui vont se faire, tant mieux. Mais ce que je veux juste te dire, pour rajouter ce que tu dis, c'est que, et être très positif sur ce début de siècle, c'est qu'effectivement, je pense, avec les nouveaux codes d'écriture, de médias, pour le meilleur parfois, et souvent pour le pire aussi parfois, je crois qu'il y a véritablement une génération qui s'est réconciliée avec la gastronomie, la cuisine, la bouffe, la food, appelez-le comme vous voulez, mais en ajoutant une dimension qu'il n'y avait peut-être pas dans les générations précédentes, c'est une espèce de conscience de l'alimentaire. Ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit maintenant que l'assiette est vraiment le miroir d'une société, d'une époque, et toutes les nécessités écologiques, environnementales, agricoles. Aujourd'hui, il y a cette dimension, en plus de la dimension de plaisir. Donc, on a souvent, et moi le premier, tendance, moi je suis un peu old school, hein, à moquer l'époque, mais en y réfléchissant bien, et en arrivant ce matin, je me suis dit, essaye d'être positif, et c'est vrai que, bien oui, tant mieux si on renoue avec la gastronomie, parfois franchement, à la limite du précieux et du ridicule quand même, mais il y a cette dimension qu'il n'y avait pas dans les générations précédentes, et ça, c'est plutôt positif. Nous, on est super positifs parce que c'est un événement qui est toujours très apprécié en plus. Donc, merci d'avoir été avec nous ce matin. On parle de miroir de la société. Ce sera justement un peu le sujet de notre prochaine séquence, puisqu'après avoir parlé des petits, on va parler des grands, entre guillemets, de ce monde et de politique avec Christian Woudot. Merci à tous les deux.